Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 23 octobre 2018, un seul titre domine l'actualité du jour. La victoire incontestable du président Paul Biya à la présidentielle 2018 par 71,28% des voix. Dans le 20h30, l'analyse des secrets de la victoire, la suite des réactions à la légalité du processus et à la large légitimité accordée par le peuple au président élu. Hier, 22 octobre 2018, est donc entré dans l'histoire du Cameroun, un jour marqué d'une pierre blanche comme le jour de l'élection de Paul Biya, au terme d'un processus âpre marqué par ses audiences pré- et post-électorales épiques. En attendant le dernier acte, la prestation de serment du président élu, les observateurs saluent globalement la transparence et l'équité de ce scrutin qui consacre le choix du peuple pour l'expérience et la stabilité. Le commentaire de la rédaction, Joseph Clément Ongba. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 entrera assurément dans les annales de l'histoire au Cameroun. La tenir dans un contexte sécuritaire inédit était le premier défi à relever. En fin d'année 2017, Paul Biya prenait l'engagement d'organiser l'élection. Engagement pris, engagement tenu, avec une élection qui s'est tenue à date dans le respect des dispositions de la Constitution. Et de l'avis de tous, tout s'est passé dans le calme, sans incident majeur, même dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autre acteur du processus, Elections Cameroun, qui a su tirer les leçons des élections précédentes. Meilleure organisation du scrutin, avec le matériel électoral disponible et à temps, dans des conditions équitables pour tous. Il y avait les bulletins de chaque candidat en quantité équitable, c'est-à-dire le nombre d'électeurs inscrits de chaque bureau de vote majoré de 25% pour chaque candidat, chacun de 9 candidats. Les dispositions du code électoral autorisent la transparence avec un dépouillement public. Le jour des élections, vous vérifiez votre liste, la liste est affichée. Chaque électeur est libre, il regarde quel est son numéro, il entre, dès qu'on l'identifie, naturellement, il prend lui-même le bulletin de chaque candidat et obligatoirement, et lui-même, plus une enveloppe, il se dirige vers l'isoloir, il s'y introduit, il fait son choix, il ressort, même le public assiste, n'est-ce pas, au dépouillement. Il y a les scrutateurs qui ne sont pas devant la commission locale de vote, qui sont des électeurs. C'est eux qui font véritablement le dépouillement, au vu, au su de tout le monde. Donc il y a transparence et transparence totale. Le 7 octobre dernier, c'est la voix du Cameroun profond qui s'est exprimée en faisant confiance à Paul Biya, qui pour eux est l'homme de la situation au regard des nombreux défis à relever. Aujourd'hui, le président ne découvre pas le terrorisme, il ne découvre pas le maquis. Il le gérait déjà en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Une main de fer dans un gant de velours. Et c'est ce qui a toujours caractérisé le président Paul Biya. Il sait à quel moment il faut accorder son pardon et il sait également, en bon père de famille, conscient des enjeux, conscient de la complexité de notre pays, il sait également parfois utiliser le bâton. Il reste aux acteurs et entrepreneurs politiques de jouer à fond le jeu démocratique en acceptant le libre choix des électeurs, car les résultats proclamés le 22 octobre dernier par le Conseil constitutionnel n'étaient que le verdict des urnes. Et après cette proclamation des résultats de l'élection présidentielle hier, dans l'immédiat et conformément à la loi électorale, la prestation de serment du président élu devrait intervenir dans les 15 jours qui suivent cette proclamation. Ce sera le mardi 6 novembre au plus tard. Rodrigue Bertrand-Thionneau rappelle ici ces dispositions légales. Selon l'article 140 du Code électoral, le président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Celle-ci intervient dans un délai maximal de 15 jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Et il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, réunis en séance solennelle dans les formes et termes déjà entendus en 2011. Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur
à remplir loyalement les fonctions que le peuple camerounais vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la partie camerounaise. Le président élu, debout, la main droite levée, en prend l'engagement en répondant. I do so swear. Il est dressé de l'acte du serment, 5 originaux authentiques signés par le président de l'Assemblée nationale et co-signés par les présidents du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. L'un des originaux de l'acte visé est conservé par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. 3 sont déposés et conservés au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême. Enfin, un exemplaire est remis au président de la République. Dans la vague des réactions qui parviennent à notre rédaction, voici celle de la majorité présidentielle. Les partis alliés au RDPC saluent ce mardi la victoire de leur candidat, le président Paul Biya. Ils appellent les candidats malheureux à accepter les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel afin de préserver la paix et la concorde au Cameroun. Dans ce reportage qui va suivre, vous entendrez les leaders de l'UNDP, de l'ANDP et de l'UPC. Ils se sont confiés à notre reporter Eugène B. Déjà 24 heures que le verdict du Conseil constitutionnel est connu, déclarant Paul Biya vainqueur de l'élection du 7 octobre dernier. La célébration de cette éclatante victoire est saluée par les partis traditionnels alliés du RDPC. L'UPC a soutenu le candidat Paul Biya dans le cadre de cette élection, qui en même temps était également le candidat de l'Union de population du Cameroun. Au terme donc de cette élection et après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, proclamation qui donne notre candidat vainqueur, nous sommes très ravis déjà de voir que le peuple camerounais dans sa majorité a fait confiance à un homme qui n'a de vie que de servir sa nation. Notre candidat, son Excellence Paul Biya, président de la République, il a passé ses élections, comme vous le savez, avec une majorité confortable. Il faut rendre un vibrant hommage à ce candidat valeureux. Dans cette ambiance festive, saluée par l'immense majorité du peuple camerounais, quelques voix dissonantes se font entendre. Dans le camp des alliés du RDPC, l'on appelle au sens de responsabilité, au calme. Tout patriote devrait plutôt, maintenant que le verdict a été rendu, avoir comme souci de ne pas ajouter de l'huile au feu. Plutôt avoir le sens de responsabilité. Le respect pour le peuple qui s'est démocratiquement prononcé. Le respect pour nos institutions. Que tous, on se mette dans la tête que seul l'intérêt supérieur du pays doit compter. Parce que l'intérêt du Cameroun reste transcendantal, il semble urgent, aujourd'hui comme hier, et davantage encore demain, que les notions de paix, de dialogue et d'unité soient les choses du monde les mieux partagées par tous. Les réactions à la victoire du président Paul Biya affluent également des régions. Première escale ce soir, le sud-ouest. Les acteurs politiques et l'élite là-bas saluent cette élection et souhaitent voir la priorité du président élu se porter à la résolution de la crise sociopolitique en cours. Les attentes de Boya dans ce reportage de Stéphane Tala.
militants du RDPC n'ont pas manqué un seul instant de la proclamation du résultat du scrutin du 7 octobre dernier. Cela grâce à un écran géant installé en pleine rue à l'esplanade de la maison du parti à Limbé. Le taux de 70,79% enregistré par Paul Biya dans le sud-ouest, avec plus de 77% dans le FACO, a été satisfaisant pour les responsables du parti. Le sentiment ne peut être que d'un président de section heureux. Mes militants et sympathisants ont surpassé, ont mouillé le maillot. Ce n'est pas le FACO qui a gagné, c'est le RDPC qui a gagné derrière son champion, le président Paul Biya. C'est une vote qui va nous faire avancer dans notre pays et une vote qui va nous faire que quand il y a les problèmes, il faut qu'on sort de ces problèmes et on marche en avant. À Buea, les populations ont suivi la proclamation du résultat dans le calme à la maison devant le petit écran ou le poste radio. D'une seule voix, les responsables du RDPC soutiennent que la victoire de leur candidat rassure d'un futur plus glorieux et pacifique dans le Cameroun tout entier. Voici la voix d'une élite de la région voisine du Nord-Ouest, celle de Madame la ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État. Elle dit sa joie après l'élection du président Paul Biya et confirme l'espoir d'une solution concertée à cette crise. Madame Rose Mbacha Fomundam, dans un entretien avec Christelle Fouda. Nous sommes tous ici en train de célébrer cette victoire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'a pas été facile, mais on a gagné. Je veux dire à tous les Camerounais de se rallier devant le président Paul Biya qui va nous amener la paix, le développement, l'unité. Et je sais que le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest, il va le résoudre. Tentons à présent d'analyser les secrets de la victoire du président Paul Biya à cette présidentielle 2018. Le slogan de la campagne du candidat affichait « La force de l'expérience » et de toute évidence, l'expérience de l'homme d'État aura été la clé de voûte pour cette victoire. Ajoutez à cela la pertinence du programme politique du candidat et l'extraordinaire machine électorale du RDPC, boosté par la mobilisation des partis alliés. Pourquoi Paul Biya ne pouvait pas perdre cette présidentielle? Voici le regard croisé des experts dans ce reportage de Séverin Ali Gambele. Les suffrages valablement exprimés en faveur du président Paul Biya lors du scrutin du 7 octobre traduisent une réalité dans le champ politique. C'est visiblement l'aboutissement d'une succession de faits, orchestrés en amont des opérations électorales, celles qu'on aura vécues dans les bureaux de vote. Selon une large opinion, tout part de l'implantation sur l'ensemble du territoire du parti voulu parti de masse, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui constitue une véritable machine de mobilisation sociale. Le RDPC est un parti qui est installé, qui a une longue expérience, qui a des ressources humaines en termes d'hommes de qualité, des ressources financières en termes de moyens, des ressources matérielles pouvant se déplacer pour les autres partis. Et puis le RDPC est entré dans la conscience intime des Camerounais, des mamans qui sont dans les villages, de nos parents, de nos grands-parents, qui ont vu le visage est dominant du chef de l'État pendant les années et ce visage garantit pour eux la sécurité, la stabilité, la paix. En aval, il y a eu une exploitation judicieuse des limites des adversaires. Sous l'impulsion du candidat lui-même, le président national du parti, il a été organisé une campagne dans tout le pays pour les inscriptions sur les listes électorales. Ensuite, nous avons organisé une deuxième campagne pour le retrait des cartes. Et ensuite, on est allé en campagne électorale, on a été partout, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. C'est au bout de ce travail parce qu'une élection a toujours des surprises. La victoire dont on parle aujourd'hui peut aussi être liée à l'homme, à Paul Biya, à ses convictions, à sa capacité à conduire le peuple vers des choix de raison.
Et nous repartons vers les régions. À l'ouest, à Bafoussam précisément, les militants rassemblés autour du gouverneur de la région Awa Fonka Augustine ont exulté hier mardi à la proclamation de la victoire du président Biya. Les félicitations et recommandations du gouverneur et puis la fête à Bafoussam, c'est dans ce reportage de Sylvestre Jack. La journée de ce 22 octobre 2018 à Bafoussam n'a pas connu de grands changements. Chacun a vaqué à son activité tout en ayant une oreille attentive à la proclamation des résultats. Une fois le vainqueur déclaré, la joie était perceptible sur les visages. J'ai mouillé au maillot pour que mon président, mon champion, mon leader, mon idole soit là. Les adversaires de points. Oui, parmi les 8 candidats en compétition, face à notre parti, n'étaient pas les moindres. Les populations rencontrées disent leur désir de préserver la paix, d'où ces nombreux appels. Que toute la population fête la victoire, la démocratie en marche au Cameroun et nous ne pouvons qu'être très très contents. La seule chose que je peux demander à mes frères de l'opposition, la paix, parce que la paix n'a pas de prix. Le cours de la vie se poursuit à Bafoussam dans l'espoir que le président Paul Biya continuera les projets entamés pour le bien-être des Camerounais. C'était plutôt Christelle Kemounié et nous restons à l'ouest, à Banganté et à Bazou. Mêmes appels à la modération et à l'acceptation du président élu comme le président de tous les Camerounais. Le reportage de André Aristide et Combat. Le quartier général de proclamation des résultats de la présidentielle 2018 à Banganté a célébré la victoire du président Paul Biya dans la noblesse, la dignité et l'élégance. La manifestation spontanée, sincère, populaire que nous vivons tous en ce moment est une matérialisation de l'adhésion de tout le peuple Medjumba en la personne du chef de l'État et aux idéaux qu'il incarne. À Bazou, tous se sont rassemblés dans la case communautaire pour suivre les résultats. L'arbre de la paix était porté par plusieurs militants qui ont célébré la victoire tout en invitant les camps d'en face à plus de retenue. Chacun doit se préparer et attendre son tour. Pour le moment, nous allons nous unir pour ne pas diviser notre pays et être derrière le champion et l'aider à atteindre l'objectif qu'il a tout planifié jusqu'en 2035. La fête a commencé pour plusieurs qui attendent tirer le meilleur profit des promesses électorales en s'alliant derrière la force de l'expérience. Non loin de là, à Baham, c'est dans les hauts plateaux et c'est le département d'origine du candidat Maurice Kamto. Les résultats de la présidentielle ont été reçus dans la sérénité par les populations qui célèbrent le président élu, président de tout le Cameroun. Constat sur place avec Laurent Chissoukbe. À Baham, comme sur l'étendue du département de Haut-Plateau, la victoire du candidat du RDPC est accueillie avec beaucoup d'humilité et de fair-play. Un grand peuple qui a su faire preuve d'une maturité démocratique en respectant le verdict des urnes. 11 heures sonnées, début de boissons, restaurants et autres lieux disposant de téléviseurs et postes radio ont donné l'occasion à plusieurs de vivre ce moment unique de la vie de notre nation. Pour les 7 prochaines années, adultes, jeunes et moins jeunes dans le département de Haut-Plateau attendent beaucoup du président Paul Biya. Les éléments de force de maintien de l'ordre et de sécurité veillent au grain pour que la paix et la sérénité puissent toujours régner dans les Hauts-Plateaux les jours à venir. Cap à présent sur la Damawa, la région se réjouit des 79,77% des voix totalisées en faveur du président Paul Biya. La proclamation de la victoire de leur candidat a soulevé beaucoup de joie parmi les militants du RDPC. Omaro Kadili dans la Damawa. Autour de leur leader politique, les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de la Damawa célèbrent et saluent la victoire de leur candidat, le président Paul Biya. La Damawa a prouvé qu'elle reste loyale à son champion. J'ai nommé Paul Biya. Nous remercions tous
ceux qui ont participé à cette belle victoire. Pour l'autorité administrative de la région, la proclamation des résultats de cette élection présidentielle est le dénouement d'un processus électoral où ses administrés ont fait preuve de maturité. Tout le processus électoral s'est bien passé dans notre région, avant, pendant et après. Il y a le calme, la paix, la sérénité et même la convivialité. Les regards des citoyens dans cette partie du pays sont aussi à présent rivés vers la prestation de serment de celui-là qui est encore appelé à présider aux destinées du Cameroun les 7 prochaines années. Info, dans la Mefoué à Famba, ici dans le centre, un concert géant a été organisé hier à la place des fêtes de la ville. Un podium pour célébrer la victoire de Paul Biya, des réjouissances qui étaient déclenchées aussitôt après la proclamation des résultats. Nous retrouvons Gisèle Ongene sur cette fête hier lundi. Info. Explosion de joie au cœur d'un fou entre les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Mefoué à Famba. À l'unisson, ils sont venus consacrer la victoire et le nouveau mandat de leur champion national au succès et au changement. Nous sommes donc venus consacrer ce que nous avons appelé le serment de la Mefoué à Famba. Loyauté, fidélité et comme on dit, jusqu'à la gare. Le changement, c'est la relève, c'est la jeunesse, la prise en charge des choses par la jeunesse, un septennat, des grandes opportunités. Un peu plus tôt dans l'après-midi du 22 octobre, Clément Atangana avait à peine prononcé le nom du candidat vainqueur à la présidentielle 2018 que la fête avait déjà commencé ici, avec un pas de danse marqué d'espérance pour la jeunesse RDPC. Nous savons qu'il pense en nous. Avant même que nous ayons pensé à ce dont nous avons besoin, lui, il a pensé à nous. Le combat, il est terminé, la messe est dite et il est temps qu'on se remette au travail. Nous savons que nos adversaires ne vont pas dormir, nous avons des législatives et les renouvellements des organes de base, les municipales aussi. Avec un relent de patriotisme dans l'air, élèves et curieux se sont pour la plupart arrêtés pour participer à ce spectacle géant. Le verdict du Conseil constitutionnel donnant Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle hier a fait taire toute supputation. Les autres candidats disent prendre acte de ces résultats. Voici les réactions croisées de Joshua aussi du SDF, de Cabral Libi du parti Univers dans ce reportage de Éric Benjamin Lamère. C'est au quartier général de ce mouvement 11 millions de citoyens que nous avons retrouvé Cabral Libi. Entouré de quelques-uns de ses compagnons de route, le Benjamin de ce scrutin, arrivé 3e, dit s'incliner devant le verdict du Conseil constitutionnel, même s'il continue de contester les résultats proclamés. Nous prenons acte de la proclamation de ces résultats que nous n'avons pas validés à la commission de recensement de vote, au regard du caractère grossier des irrégularités qui avaient été constatées par notre représentant, le professeur Nkoumvondo. C'est la même posture que l'on retrouve chez Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, et Joshua Ozi du SIF, qui reste pour sa part préoccupé par la situation dans les régions anglophones. Nous ne pouvons que prendre acte du fait que le Conseil constitutionnel a déclaré M. Biya vainqueur de cette élection et nous regrettons le fait que cette élection n'a vu la participation que de 8 régions sur 10 et que 2 régions qui ont une importance historique certaine dans notre pays, les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, n'ont pas pu participer à cette élection. Nous avons pris acte des données publiées par le Conseil constitutionnel. Il faut dire que les chiffres qui nous sont attribués ne reflètent en rien le travail de 10 années que nous avons mené sur le terrain. Les prochaines séances sont déjà en ligne de mire, même si pour Joshua Ozi, la priorité reste la résolution de la crise dans les 2 régions anglophones. Le président élu devrait reconnaître le fait qu'il n'y a qu'une moitié du pays qui a voté pour lui et donc il a une responsabilité politique de corriger cela dans les plus brefs délais. Pour Serge Espoir Matomba et Cabral Libi, la porte n'est pas totalement fermée à une éventuelle collaboration avec le président élu, mais dans des conditions très strictes.
Ceux qui souhaiteraient créer des conditions pour la construction du Cameroun dans une logique de transition, je précise bien, une logique de transition, elle-même assortie de conditions bien claires qui visent la normalisation démocratique du Cameroun avec des réformes de la Constitution, du Code électoral, du système électoral, de l'ECAM, avec une réforme de fonctionnement de l'État qui privilégie la compétence, la transparence, la performance, dans ces conditions-là, qui feront l'objet d'une discussion publique, je suis prêt à m'y investir dans un gouvernement ou dans un autre. Les projets que nous avons présentés pour le Cameroun comme étant le projet de développement, si nous voyons ces projets appliqués, nous serons heureux de voir que le Cameroun est en train de progresser. Donc il faut le dire, tendre la main veut dire porter les projets que nous avons présentés et les appliquer. Voilà ce que nous voulons, parce que dans ces projets, nous avons pensé le Cameroun. Ainsi que l'électorat vient de s'achever, véritable premier round d'une année électorale 2019 qui s'annonce au moins aussi palpitante que cette présidentielle. Les réactions des candidats Joshua aussi, Serge Espoir Matomba et Cabral Libby. Et immédiatement, hier lundi, après l'annonce de sa victoire, le président de la République, Paul Biya, a adressé ce tweet à tous les Camerounais. Chers compatriotes, je lis, du Cameroun et de la diaspora, merci de m'avoir renouvelé votre confiance aussi massivement. Rassemblons-nous à présent pour relever ensemble le défi qui nous interpelle pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère. Dans le reste de l'actualité du jour à présent, le 20h30 vous amène à nos lectures d'antan à cette époque où les bandes dessinées côtoyaient fatalement nos cahiers et livres d'écoliers. Les Picsou, Tintin et Zembla et autres Astérix font aujourd'hui figure de relique d'une autre époque en ces temps de l'Internet et des réseaux sociaux. Que sont donc devenues nos bonnes vieilles bandes dessinées? Voici 3 inconditionnels qui répondent à Martine Noël Dengue. Flavie feuillette les pages d'une passion qui ne la quitte pas. Picsou, Tintin, Astérix Obélix, son goût pour ces bouquins venus du passé n'est pas dépassé. J'ai commencé à lire autour de 5 ans, 6 ans. C'est très spontané, c'est très comique et évidemment, vraiment, quand on a un coup de stress, on se met devant 2-3 pages, on se met à rigoler, vraiment un rire franc quoi. Ça ne vieillit pas, ça ne meurt pas. Je peux lire la même bande dessinée, chaque jour je ris toujours autant. 40 ans bientôt, elle n'a Dieu que pour ces bandes dessinées dont les héros peuplent aussi la vie de Madeleine. J'en ai lu beaucoup. Tintin, j'ai lu la collection, c'est une vingtaine de livres au moins. Astérix également. C'est peut-être parce que nous demeurons des enfants. Et puis, on a envie de sortir de ce sérieux-là. Des bibliothèques personnelles aux médiathèques publiques, le bonheur a changé de camp. Les enfants aiment beaucoup le jeu. Mais comme ils savent déjà que c'est la règle, en fait, de venir ici et lire d'abord. Picsou, par exemple, a pris de l'âge, 46 ans. Il ne répond plus toujours présent sur le marché. Il y a quelques rares brocantes qui apportent encore des bandes dessinées et là maintenant on se déporte vers ces brocantes-là pour se fournir. Actuellement on n'en trouve plus nécessaire parce que ça ne passe plus. Très souvent, soit je les commande à distance, soit quand je fais un voyage. En général, chaque fois que je fais un voyage, j'en ramène 1 ou 2 pièces. La lecture de ces classiques, désormais une affaire de réseau. On a un petit cercle d'amateurs de BD, on s'échange des livres. Quand j'ai lu celui-ci, je cherche un autre BD-phile. Attachés aux souvenirs de lecture de leur enfance, Flavie, Madeleine et Blaise Anissé ne sont pas prêts de tourner la page. La bande dessinée aujourd'hui, c'est le feuilleton de la semaine. Prochain épisode à suivre demain. Campus France expose ses offres de formation au Palais des Congrès de Yaoundé et ce jusqu'à jeudi. Cette semaine, présent au Cameroun depuis 7 ans, Campus France innove cette année et offre aux étudiants camerounais la possibilité d'étudier en anglais sur l'Hexagone. La cérémonie d'ouverture de ce salon était présidée par l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Gilles Thibault, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Le reportage de Barbara Padjama.
Étudier en anglais en France, c'est possible dès cette année académique. Pour concrétiser son plurilinguisme, la France s'ouvre à l'international afin de multiplier des opportunités d'études sur son sol. D'aller étudier en France en ayant des modules en anglais, que ce soit dans des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, dans des facultés ou des universités. Sur le site de l'exposition de Campus France cette année à Yaoundé, c'est 50 exposants et plus de 5000 visiteurs, toutes identités confondues, qui sont attendus pour 3 jours. Des opportunités d'études et d'affaires qui font courir de jeunes Camerounais, surtout avec cette plus-value de l'anglais. J'ai entendu parler du SAPEF, donc je suis venue pour avoir des renseignements sur les écoles en France qui dispensent des cours en anglais, parce que moi déjà à la base je fais des études anglophones, beaucoup plus en filière médecine, pharmacie. Cette complémentarité entre la langue de Molière et celle de Shakespeare met le Cameroun en phase avec le système éducatif français. Ce salon met en exergue la nécessité pour nos étudiants d'être également inscrits dans des études en anglais en France. Vous savez, l'anglais et le français sont nos 2 langues officielles. La France étant la première destination d'études pour les Camerounais désireux de se former à l'extérieur, le salon sera ouvert pendant ces 3 jours de 9h à 17h pour satisfaire toutes les préoccupations. Actualité en perspective et 7 bonnes nouvelles. Le Cameroun va accueillir les 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone. Ce sera en novembre 2019. Et Aimé Robert Bihina, notre rédacteur en chef, président de l'UPF Cameroun et vice-président de l'instance internationale, vient d'arracher 7 confirmations en même temps que sa réélection au niveau mondial aux 47e assises de l'UPF. C'était du 9 au 15 octobre à Yerevan en Arménie. C'était en marge du 17e sommet de la francophonie sous la houlette de la secrétaire générale Michaël Jean. Bilan de la participation camerounaise avec Christelle Avon. C'est aussi le double signe du dynamisme de l'UPF dans nos pays respectifs. Le Cameroun abritera les 48e assises de la presse internationale en novembre 2019. La candidature du Cameroun a été validée par le Comité international de l'Union internationale de la presse francophone. Le président de la session Cameroun, Aimé Robert Bihina, du haut de la tribune, a lancé une invitation à venir découvrir le Cameroun, terre de richesse, à plus de 400 journalistes internationaux. Venez au Cameroun découvrir une nation entière et fière de s'enrichir quotidiennement au contact des autres. Venez donc vous enrichir et nous enrichir par vos différentes expériences. La délégation camerounaise, composée d'une 20aine de membres, était la plus forte après celle de la France. Le Cameroun, bien représenté, a glané un autre laurier à ses 47e assises, la réélection d'Aimé Robert Bihina au poste de vice-président international. Avec un score de 43 voix sur 50, le vice-président international reconduit est fier d'organiser avec son dynamique comité les 48e assises internationales de la presse francophone en novembre 2019 au Cameroun sous le haut patronage du chef de l'État. Et comme on dit au Cameroun au moment de se quitter, de se dire au revoir, nous sommes ensemble. Nos félicitations à Aimé Robert. Il y avait séance de travail cet après-midi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Autour du ministre Grégoire Oona, les employeurs et des représentants syndicaux en activité au port autonome de Douala. En question, la convention collective de la manutention portuaire, document signé le 6 mars 2018 mais qui n'est toujours pas effectif. Le ministre a donné instruction à tous les groupements patronaux signataires de l'appliquer sans délai. Le compte rendu de Pierre Bihina-Mbarga. La Convention collective nationale de la manutention portuaire, signée le 6 mars 2018 et mise en application, n'est toujours pas effective. Les travailleurs du secteur de la manutention portuaire vont retrouver des conditions salariales qui les amènent à faire face à leurs obligations multiformes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un seul employeur, le groupement patronal des aumôniers du Cameroun, GEPAC, la met en pratique. Les autres représentants des organisations professionnelles d'employeurs sont appelés au respect des dispositions de cette convention. Notre syndicat ne grève pas.
on rentre, on va apporter la solution au ministre pour la bonne marche de ce syndicat. On ne peut pas appliquer une convention à 100%. Il y a des points, il faut y aller au fur et à mesure, mais il faut appliquer la convention. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, a écouté les partis. Il a instruit les groupements patronaux à se conformer à la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Messieurs les patrons, vous avez l'obligation de vous asseoir ou de faire asseoir vos représentants avec les délégués du personnel. Mais je vous invite aussi à ce que les uns et les autres se respectent. Cette séance de travail pour le gouvernement revêt une importance capitale. Elle met en exergue la promotion du dialogue social pour un travail décent. Les acteurs de la filière bois travaillent à la traçabilité des produits forestiers. Ils tenaient un atelier ce mardi ici à Yaoundé autour de l'adoption d'un logiciel qui devrait permettre de retracer la provenance et la légalité du bois commercialisé au Cameroun. D'autres précisions avec Elvire Nina Galim. Une traçabilité forestière à travers les technologies mobiles. Grâce à ces systèmes, les entreprises membres dans le traçage efficace et fiable de leur bois vont trouver solution aux multiples difficultés rencontrées. Pour une gestion forestière durable, le bois exporté doit davantage être produit de manière légale. Une avancée majeure dans la filière, c'est dire qu'on peut tracer du bois, la souche du bois, jusqu'à chez le client définitif. Il faudrait simplement aller sur le site du GFBC, prendre l'application et tester sur tous les codes barres que vous verrez en route. Vous voyez votre bois là-dessus, vous avec votre smartphone, vous scannez le code barre et vous donne l'origine, la provenance et l'usine qui a transformé ce bois. Ce projet, élaboré par le groupe forestier de bois du Cameroun, vise spécifiquement à étendre les outils mis en place à de nouvelles entreprises. En ce moment, le gouvernement du Cameroun est en train de développer avec ses partenaires le système de gestion de l'information forestière, le SIGIF 2. Donc ce logiciel est en cours de développement. Je pense que les choses vont avancer pour qu'on se rassure que les bois qui sont exploités au Cameroun sont d'origine légale. D'une durée de 9 mois, le projet bénéficie de l'appui du FAO. En 2011, le gouvernement camerounais et l'Union européenne signent l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières. Grâce à cette collaboration, le ministère des Forêts et de la Faune a développé 13 certificats de légalité, preuve de l'évolution de la filière bois au Cameroun. Cette commémoration en culture, on l'appelait Zanzibar de son nom d'artiste. Il est né et Peme Théodore, le leader du groupe Les Têtes Brûlées, s'est éteint il y a 30 ans, c'était le 22 octobre 1988. Évocation de son héritage musical avec Serge Atangana Bisson. Un jour comme celui-ci où le monde normalement s'arrête et se souvient, Zanzibar dort sous une bonne étoile et cette guitare stylisée, sans fleurs, sans couronne, ni même un honneur particulier. C'est certainement plus confortable, plus simple aussi de ne garder que ce qu'il fit, que qui il fut, Zanzi. Et Singan tourne en boucle, peu importe qui ou comment on exécute. À Tébas, le vieux complice des scènes endiablées que les moins de 30 ans ne peuvent connaître n'a plus l'audace, ni même l'insouciance des vêtements en lambeaux, des touffes de cheveux coloriés. Le vieux nègre et la médaille sans doute. Même les cabarets où ils ont été couronnés ont jeté la clé, les uns après les autres. Au fait, Zanzibar, de son vrai nom Peme Théodore, un météore, était-il réel ? Zanzi sort du ventre de notre maman avec 12 doigts. Dans la famille, ni du côté de notre maman, ni de notre papa, personne n'avait simplement chanté les chansons des villages. Personne. Et Singan, même ça, dont la paternité aujourd'hui lui est contestée, naviguant des têtes brûlées et leur leader sacré, Ambarga-Soukous, un autre monstre trépassé, fait toujours recette. Voilà ce qui se passe actuellement. Si tu voudrais bien qu'on dise de toi que tu es un soliste du Bikotsi,
il faudrait bien que tu joues Essingang. En voilà une de bataille remportée dans la durée. La guitare solo du Bikutsi est désormais au devant de la scène. Ce cher rythme de son cœur d'enfant à peine sorti d'adolescence a essayé de lui survivre jusqu'à ce que les gars, les filles surtout, comprennent qu'un bon synthé et quelques borborithmes en dessous de la ceinture suffisaient à faire un tube. Bikutsi dans la sauce, Zanzibar au paradis des génies guitaristes. Il en manque un sur la liste, après Hendrix, après Zanzi, pour qu'on croie définitivement à la malédiction des génies. Ce concert RFI de fin d'année 87 sonne indéfiniment comme les adieux à la scène, car le reste, tout le reste, est un cauchemar éveillé. Il serait parti en tournée, un triomphe en 1988, serait revenu déprimé et candidat au suicide, jusqu'à ce fameux samedi 22 octobre 1988, il y a 30 ans. Des néons au néant. Heureusement, Serge, l'artiste, ne meurt jamais. La session ordinaire du Parlement panafricain délocalisé à Kigali au Rwanda en est à son deuxième jour et ce mardi était jour de présentation du rapport d'activité des 6 derniers mois par le président Roger Nkododan. Une présentation du rapport qui a donné lieu à un jeu de questions-réponses d'environ 5 heures d'horloge. Les grands thèmes de ces débats avec Lucrèce Medunjemba, l'envoyé spécial de la CRTV à Kigali. Face à ses collègues, Roger Nkododan présente un rapport d'activité semestrielle qui a permis au Parlement panafricain de rester en phase avec ses 6 objectifs stratégiques. Le président de la Chambre continentale énumère des actions de plaidoyer liées à la lutte contre l'immigration clandestine, la corruption et la famine. Également noté des plénières sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, avec notamment un séminaire régional sur la non-prolifération des armes légères et de petits calibres sur le continent. Quant à la promotion de l'intégration et le développement en Afrique, ces sujets étaient au menu d'un dialogue de haut niveau sur le lien entre politique fiscale et administration fiscale avec la participation effective du Parlement panafricain. Concernant le nerf de la guerre, le rapport souligne une gestion financière et budgétaire efficace et satisfaisante confirmée par un audit externe. Pas étonnant que ce rapport rencontre l'assentiment des parlementaires. Le rapport est resté collé sur les objectifs qui s'étaient destinés dans le programme d'activité. Parce qu'il y a eu une nette amélioration par rapport au précédent rapport, parce que d'une part, on l'a eu en avance, d'autre part, ça a été mieux fait, plus réfléchi. Je compare ce rapport au rapport de la fois dernière. Il y avait beaucoup d'insuffisances. D'abord, nous n'avions reçu le rapport que dans la salle. Les députés n'avaient pas eu l'occasion de le lire. Cette fois-ci, ils ont pu l'envoyer par courriel. Il fait état de tout ce qui a été fait, les résolutions que nous avions adoptées, les recommandations que nous avions faites. Seul ombre au tableau, la quantification des résultats obtenus. Il faudrait montrer à côté les résultats en tout va chiffré, si on peut dire, ou quantitatif, pour montrer qu'effectivement, voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qui a été fait. Le Parlement panafricain continue donc d'apporter sa pierre dans le chantier de l'édification d'une Afrique qui gagne. Lucrèce Medunjemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. Le lancement imminent du projet de 10 000 logements sociaux piloté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le projet est financé à hauteur de 115 milliards de francs CFA par l'État d'Italie. Il sera lancé donc pour sa phase 1 très bientôt. Un convoi d'engins industriels a été réceptionné par le ministère du Développement urbain. Alice Nchenche fait le point de ce projet de CRTV Centre. De construction de 10 000 logements sociaux voulus par le gouvernement camerounais dans la localité de Mbankomo prend forme au plan technique et matériel industriel. Les études relatives à la base industrielle sont à leur phase terminale. Nous sommes en train de faire le projet d'exécution. Les études architecturales et techniques des 1000 premiers logements sont également achevées
et les équipements sont à la phase terminale, je dirais, donc les dossiers d'exécution. Les équipements nécessaires à la mise en exécution de la phase 1 ont déjà regagné la ville de Yaoundé. Il s'agit de grues, de pompes bascules, de matériels divers tels que les échafaudages métalliques qui nous permettront donc de fabriquer les éléments. Ce projet gouvernemental, financé à hauteur de 115 milliards de francs CFA par la banque italienne Intensa San Paolo et exécuté par l'entreprise Pizzarotti, dévoile quelques particularités. La particularité du projet, c'est qu'il introduit l'industrialisation de la construction des logements. Le chef de l'État avait effectivement, dans son souci de développer ou de booster la production de logements sociaux en particulier, a opté pour l'introduction donc de l'industrialisation pour que nous puissions produire massivement et de qualité. Il faut signaler ici que ce projet pilote de construction de 10 000 logements sociaux va générer 350 000 emplois directs et indirects. Nous avons un volet très important de formation, de transfert de technologie. Donc nous allons former des PME, des techniciens divers. Nous allons également former les organismes du secteur tels que la SIC, la Maïtur, pour que les Camerounais s'approprient la technologie et que donc la main-d'œuvre et la qualification soient locales sur place. Parce qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans le projet, la main-d'œuvre étrangère, donc italienne ou autre, se réduira. Un véritable partenariat gagnant-gagnant pendant les 12 mois prévus pour la livraison de cette première phase. La page des sports avec ses assurances, la sécurité sera totale au Cameroun pour la CAN 2019. Le comité d'organisation va renforcer les capacités de ses membres en matière de sécurité et c'est ainsi que se tient un séminaire dès demain mercredi ici à Yaoundé. Une rencontre encadrée par un expert recommandé par la CAF. Il s'appelle Frédéric Gico, il est déjà à Yaoundé. Il rencontrait ce mardi le ministre des Sports et de l'éducation physique et les membres du COCAN. Il dit l'intérêt de ce séminaire dans ce reportage de Luc Perry-Wandje. D'une longue expérience de terrain, c'est enfin connaisseur des questions sécuritaires que Frédéric Gico arrive en terre camerounaise. Au cours de sa visite de travail, dont l'atelier de ce mercredi est le point d'orgue, l'expert va outiller et mettre à niveau les acteurs du COCAN et ceux des comités de site sur le cahier de charge de la Confédération africaine de football en matière de sécurité. Malgré le fait que nous passions d'un système de 16 à 24 équipes et de 4 à 6 stades, le Cameroun est prêt. Et qu'en matière de sécurité, l'inspection CAF sera à tout moment en capacité d'avoir une réponse circonstanciée, opérationnelle, et permettant d'avoir le quitus pour cette organisation magnifique que le Cameroun va offrir au monde sportif. En battant ainsi le rappel des troupes autour des enjeux de sécurité, les autorités camerounaises réitèrent leur détermination à organiser une CAN sans faille, sans faute, en totale conformité avec les exigences de la CAF. Votre séjour au Cameroun, monsieur l'expert consultant, permettra au COCAN de mieux préparer ce rendez-vous. Après la formation viendra bientôt le temps de l'évaluation. Premier test, la mission de la commission sécurité de la CAF. Elle va séjourner au Cameroun du 27 octobre au 1er novembre 2018. Voilà, des assurances sécuritaires pour la CAN qui mettent un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, c'est la victoire du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre. Victoire célébrée à travers le Cameroun et ailleurs. Le 20h30 balisait déjà l'avenir immédiat, la cérémonie de prestation de serment du président élu pour clôturer définitivement le processus électoral et ouvrir le nouveau septennat. Vous pouvez retrouver après ce journal sur CRTV News et l'émission est déjà en cours sur le canal 394, le débrief des résultats de cette présidentielle. C'est la fin du 20h30 préparé avec la collaboration de Catherine Toulou Elanga et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Vous aurez d'autres informations en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Lebam-Tuxon à minuit sur cette antenne. Merci
de votre attention. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.